Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'imagine que vous avez bien commencé cette nouvelle semaine. Merci d'être au rendez-vous de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot, la 91.9. Et vous pouvez aussi nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. C'est bien Dingue de Sport de ce 24 octobre 2022. On revient sur le match Togo-Afrique du Sud du deuxième tour éliminatoire de la CAN U23 au Maroc l'année prochaine. Eh bien, la manche allait disputer à Kégué ce dimanche a vu les éperviers contraints au nul 2-2 par les Bafana Espoir. Match retour dans une semaine là-bas en Afrique du Sud. 2 buts partout. Bon ou mauvais résultat pour le Togo. Avant le retour, on en parle. On parle également volleyball avec les activités marquant le 55e anniversaire de la Fédération togolaise de la discipline. C'était ce week-end au municipal, le terrain de volleyball. Nous parlons également course à pied organisée par le district autonome du Grand Lomé. Ce sera le 5 novembre prochain. Eh bien, Dingue de Sport de ce 24 octobre 2022 invite Grégoire Attignon, Roméo Etor de la rédaction de Sport FM. Nous vous annonçons que la vidéo, comme toujours, est l'affaire de Sœur Vonelhomme. La mise en onde est assurée par Anas PM. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Merci d'avoir choisi la référence sportive. On vous l'a annoncé dans l'introduction. On va parler course à pied organisée par le district autonome du Grand Lomé. Le jour J, ce sera le 5 novembre prochain, ce n'est plus loin. Et pour ce faire, nous avons en studio Larry Djouabik. Il est conseiller d'animation sportive là-bas au district autonome du Grand Lomé. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Alors, pourquoi une course à pied? Oui, pourquoi une course à pied? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Normalement, je devais présenter le district autonome du Grand Lomé. Souvent, je le dis, le district autonome du Grand Lomé n'est plus à présenter. Mais allez-y, si vous voulez le présenter, allez-y. En fait, souvent, je le dis comme ça parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup communiqué autour de l'existence du district autonome du Grand Lomé. Donc, ce qui nous réunit ici ce soir, c'est la course à pied. Et pourquoi cette course à pied? Les autorités du district autonome du Grand Lomé ont jugé bon d'organiser cette course pour sensibiliser les habitants sur certains comportements responsables en matière de propriété et également promouvoir le sport et utiliser le sport comme outil pour communiquer autour des valeurs comme la propriété et la gestion des déchets et hygiène du milieu, l'aménagement et l'insalubrité. Donc, la course à pied, c'est une activité de la composante 4 qui est une composante du projet PEUL, projet urbain environnement de Lomé, qui est financé par l'Agence française de développement depuis 2007. Donc, à la troisième phase est venue ajouter la composante 4 dont je parlais tantôt. Et la course à pied est une activité de cette composante pour communiquer d'abord autour de la composante sport et développement, les valeurs, et utiliser le sport d'une manière générale pour sensibiliser la population sur certaines thématiques données. Donc, il y a déjà eu un certain nombre d'actions qui ont été menées, notamment le sport peu pratiqué que nous avons développé dans les deux communes du Grand Lomé, à savoir Agogne IV et Golfe 1. Il y a eu également des appels à projets que nous avons lancés, c'est-à-dire le volet 2 de la composante l'année passée et cette année, ça a été effectif avec les fédérations, les lauréates des fédérations et des associations sportives. Et il y a également la construction des équipements sportifs qui sont en cours. Et une étude sociale a été menée dans les deux communes qui vont abriter ces équipements, notamment 3 équipements sportifs. Donc, la course est une activité aussi de la composante qui se veut mobiliser la population
autour des problématiques de gestion de déchets, comme je viens de le dire tantôt. Très bien. Et c'est ouvert, la course est ouverte à tout le monde. Oui, dès que vous avez 16 ans, vous pouvez. Oui, 16 ans et plus. Et plus, oui. Et bon, je vais repréciser un peu les participants. Il y a 4 catégories. Oui. Il y a 4 catégories de participants. Il y a les participants open, c'est-à-dire les hommes pour 10 km. Il y a pour 5 km qui sont réservés uniquement pour les dames et 3 km qui est challenge entreprise. Pour hommes, 3 km, pour dames, 3 km. Donc, sur les parcours de 3 km, le participant ou l'intéressé doit avoir 45 ans et plus. Mais pour les autres, c'est 16 ans et plus. Donc, ça fait 4 catégories de courses. Il y a 5 km pour les dames, oui. 10 km pour les hommes, oui. 3 km pour les hommes et 3 km pour les... Mais ça concerne seulement les entreprises. Ça concerne les entreprises et autres institutions, organisations qui veulent courir, qui veulent envoyer des athlètes ou les amoureux de la course. Donc, pour cette catégorie spécialement, c'est pour les personnes âgées. Donc, l'organisation veut réellement encadrer le groupe-là. Parce que se donner à une course, il faut beaucoup d'énergie. Et les personnes âgées, il faut les encadrer avec beaucoup de mesures de sécurité et l'organisation médicale. Donc, nous avons limité l'âge là à 45 ans et plus. Mais pour les autres catégories, c'est 16 ans, à partir de 16 ans, et tout le monde peut participer. Et notons que la course est gratuite et ouverte à tout le monde. On ne paye rien avant d'y participer. Oui, on ne paye rien. Mais on doit s'inscrire. On doit s'inscrire. Si on doit le faire, c'est où? C'est au district autonome du Grand Lomé, dans la commune du Golfe 1, notamment la mairie, et à la fédération d'athlétisme. Donc, il y a certains numéros sur lesquels on peut s'inscrire. On peut le faire par WhatsApp, par WhatsApp aussi. Et 79 86 31 35 est sur WhatsApp. Encore une fois? 79 86 31 35 est sur WhatsApp. 91 13 63 75 est sur WhatsApp également comme appel. Maintenant, il y a 2 numéros. Pour la fédération, c'est 90 10 54 63. Et pour la mairie, c'est 90 74 50 61. Donc, je peux rester chez moi et faire l'inscription sur ces différents numéros. Sur ces différents numéros. Très bien. Je rappelle que le numéro 79 86 31 35 est sur WhatsApp. Et c'est l'inscription en ligne. Et également, le numéro 91 13 63 75 est également sur WhatsApp comme appel. Voilà. Donc, comment vous pouvez vérifier tout ça? Vous parlez de 16 ans et plus. Mais par téléphone ou par... on peut tout vérifier pour être sûr de celui qui s'inscrit? Oui, pour 16 ans et plus, le problème ne se pose pas. Moi, j'attends plutôt au niveau de 45 ans et plus. Là, pour les catégories 45 ans et plus, nous exigeons la carte d'identité le jour de l'événement, le jour regroupement. Donc, nous allons vérifier les cartes d'identité des inscrits pour pouvoir avoir l'idée par rapport à leur âge et par rapport aussi au nombre, parce qu'il faut l'encadrement et tout. Mais au niveau de 16 ans, bon, le problème ne se pose pas. Si la personne même se dit, bon, j'ai 16 ans, alors qu'il a 15 ans, ça fait son problème. C'est sur le terrain, on va voir. Voilà. Dès que vous vous inscrivez, vous bénéficiez d'un t-shirt, c'est ça, l'effigie du DAGL, c'est ça? Oui, il y a des t-shirts à offrir la veille et le jour J. Il y a également aussi les dorsats. Et bon, comme d'habitude, l'eau gratuitement et tout. Donc, ceux qui seront réglementairement inscrits auront des t-shirts et les dorsats. Ça part d'où? À l'effigie du DAGL. Ça part d'où, cette course? Le point de départ, le point d'arrivée? Le point de départ, c'est à Zorobar, l'hôtel Zorobar. C'est dans la commune du Golfe 1 et au sud-est du lac, du 4e lac. Donc, les parcours, c'est autour du 4e lac. Donc, le point de départ de chaque parcours, c'est au niveau ou pas loin de l'hôtel Zorobar, dans la commune du Golfe 1, à Koresiwa. C'est le 5, c'est la date retenue. Samedi le 5 novembre, déjà à 5h45, nous serons sur le site pour le rassemblement. Vous avez déjà des inscrits? Oui, aujourd'hui, avec tous
Parce qu'il y a 3 niveaux. Le nombre que j'ai actuellement à notre niveau, il y a 200 personnes qui sont déjà inscrites. Donc, au niveau de la commune du Golfe 1, pour le moment, non. Et nous n'avons pas encore le nombre. Mais au niveau de la fédération également aussi, pour le moment, non. Mais au district, il y a déjà 200 personnes qui sont inscrites. Maintenant, nous attendons le jour J même, l'arrivée de la commune. Et pour eux, c'est pour courir et pour leur propre loisir. Très bien. Donc tout ça, là, ça va se gérer. La Radio Abik, vous êtes conseiller d'animation sportive au niveau du DAGL. Alors, des trophées sont prévus, des prix sont attendus. Oui, et il y a des prix. Nous avons 4 catégories, comme je viens de le dire. Donc, chaque catégorie, les premiers jusqu'à 4e de chaque catégorie seront primés. Donc, pour un parcours de 10 km, le premier prix est à 300 000, le deuxième prix est à 200 000, le troisième prix 100 000 et le quatrième prix 75 000. Maintenant, pour les 5 km, réservés uniquement pour les femmes ou les dames, le premier prix est à 200 000, le deuxième 100 000, le troisième 75 000 et le quatrième prix 50 000. Pour 3 km femmes, réservés pour les institutions, les organisations et les entreprises, le premier prix est à 100 000. Le deuxième, 75 000. Le troisième, 50 000. Et le quatrième, 25 000. Ça va de même pour les hommes de 3 km également. Et au-delà de ça, il y a des prix de participation, comme on le dit souvent, de consolation, oui, qui est estimé à 5 000 francs. Donc, les 30 meilleurs de chaque catégorie seront primés et recevront un prix de participation de 5 000 francs. Très bien. Vous avez un mot à l'endroit du public, de la population. Vous les invitez à prendre part à cette course à pied? Oui, merci. C'est le lieu d'inviter tout le monde de Lomé à séquencer. La course n'est pas seulement ouverte pour les habitants du district autonome du Grand Lomé, mais c'est pour tous les Togolais qui veulent courir pour la Dame Nature, c'est-à-dire pour communiquer, sensibiliser réellement la population sur ce qui se passe aujourd'hui à Lomé. Donc tout le monde est invité à venir s'inscrire pour la course. C'est le lieu aussi de remercier l'Agence française de développement pour son engagement auprès du district autonome du Grand Lomé, notamment sur le projet Peul. Et nous profitons aussi pour remercier les autorités du district autonome du Grand Lomé pour l'intérêt qu'ils donnent au sport, notamment sport de masse. Et je précise également aussi que le projet sport et développement, nous sommes à notre nous sommes à l'état embryonnaire. Et aujourd'hui, on ne fait plus le sport pour le sport, mais on fait le sport pour inculquer des valeurs de développement à la population à la base. Donc, c'est le lieu d'inviter réellement la population à nous soutenir par rapport à l'événement du 5 novembre plutôt, qui est en vue. Et nous invitons tout le monde, que ce soit les hommes de médias, également aussi ces institutions, à venir courir le jour-là. Et la communication sera totalement parfaite. Très bien, Larry Douabic, conseiller d'animation sportive au district autonome du Grand Lomé. Merci d'être venu. On est ensemble jusqu'au 5 novembre pour cette course à pied. Portez-vous bien. Merci. À très bientôt. Ouais. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot. Radio Sport FM 100 ans. Merci de capter la 91.9. Comme on vous le dit toujours, vous pouvez également nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. On va continuer cette émission Dingue de Sport après avoir parlé de la course à pied organisée par le district autonome du Grand Lomé. Ce sera le 5 novembre prochain. Vous avez eu toutes les informations autour de cette course avec Larry Douabic, qui est conseiller d'animation sportive au district autonome du Grand Lomé. On va pouvoir continuer cette émission. Roméo Hitor, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Prosper Agbouklou, merci d'être en studio. Merci pour l'invitation. Mama Uyao, secrétaire général de l'association des joueurs de football du Togo, merci d'être là. Merci à vous, bonsoir à tout le plateau. L'association se porte bien?
Nous nous portons bien. On est à quelques jours du démarrage du championnat. Oui. Ça va? En prélude à ce démarrage, je pense que les joueurs se préparent bien et puis ils vont se lancer sur les pelouses. Très bien, Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Très bien, vous étiez au stade hier pour ce match aller entre le Togo et l'Afrique du Sud, catégorie U23, ce qu'on appelle aussi la sélection olympique ou bien voilà les espoirs si vous voulez. À l'arrivée, c'est 2-2 entre le Togo et l'Afrique du Sud. Roméo Hutor, qu'est-ce qu'on retient? Ça a été bien, le Togo a fait le jeu ou qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout n'est pas parfait dans le match. Finalement, on peut dire que c'est un nul frustrant pour les éperviers espoirs, même si on sait que l'adversaire en face, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a pas fait un match extraordinaire face aux éperviers U23. N'eût été la maladresse, surtout l'inefficacité de ces jeunes, je pense que le Togo allait s'en sortir avec une victoire. Mais on ne va pas non plus cracher sur ce match nul, même si c'est un match nul très dangereux pour les éperviers. Le fait d'avoir encaissé 2 buts à domicile, ça complique un peu plus la tâche. Grégoire Attignon, vous, que ressortez-vous après cette manche aller? Oui, mais moi, je parlerai des regrets. Des regrets dans la mesure où il y avait quand même de la place pour cette équipe togolaise hier. De s'imposer? De s'imposer justement dans ce match-là face donc, à l'Afrique du Sud. C'est vrai que l'adversaire reste l'Afrique du Sud qui était aux 3 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Je voudrais parler justement de phases finales et qui à chaque fois s'est classé donc 3e de cette compétition. Donc ce qui veut dire que c'est un adversaire qui était quand même plus expérimenté que le Togo. Le Togo n'a jamais participé donc à cette compétition. C'est d'ailleurs la première fois que le Togo participe aux éliminatoires de cette compétition et donc je me dis que l'adversaire était quand même en place. Mais on a vu quand même une équipe togolaise qui avait la volonté, la détermination de faire quelque chose dans ce match. Mais je crois que cette équipe a péché par naïveté parce que oui, je le disais tantôt, il y avait de la place. On avait quand même des opportunités. Maintenant, il y a eu quelques hésitations, surtout du côté de la défense ces hésitations-là qui ont coûté donc ces 2 buts-là hier parce que tout d'abord l'égalisation, ensuite le deuxième but parce que là, il ne fallait pas commettre cette faute dans la surface de réparation. Sur le premier but, on a oublié un tout petit peu l'adversaire qui a rétabli la jonction. On a vu la réaction de cette équipe sud-africaine juste après le premier but togolais égalisé puis prendre l'avantage. Il y a en deuxième période, on a vu une équipe togolaise qui avait quand même essayé finalement arracher cette égalisation-là. Mais je me dis que le Togo avait quand même l'opportunité de gagner ce match-là hier. Mais c'est dommage. Mais ça reste quand même un match de football, c'est vrai. Et que l'Afrique du Sud est venue marquer 2 buts ici et que le score est de 2 buts partout. Je crois que Traoré Afizou et ses joueurs savent maintenant ce qui les attend à Johannesburg. C'est de jouer à fond ce match-là, marquer des buts dans ce match. Bien. On va écouter le sélectionneur des éperviers U23, Traoré Afizou. Je regrette, non, mais la réalité est là en face. C'est qu'on craignait que l'adversaire a pu visionner nos matchs, mais nous, on n'a pas eu cette chance de regarder parce que l'adversaire, quand il avait fait les Jeux Olympiques et la Coupe d'Afrique, ça dure longtemps, ça date. Et aussi, l'équipe qu'il a utilisée pour les compétitions africaines et mondiales, l'équipe là n'existe plus, il a totalement une nouvelle équipe qu'on ne connaissait pas et il nous a surpris. Oui, c'est le jeu, ils ont marqué 2, ils ont travaillé, on a limiter les dégâts, pensant aussi changer, corriger pour pouvoir affronter la même équipe dans une semaine. Voilà, on a écouté Traoré Afizou, il dit avoir limité les dégâts. Ça veut dire que l'Afrique du Sud pouvait gagner, avait dominé ou bien avait le match en main. Bon, que comprendre dans cette réaction de Traoré Afizou, Prosper? Non, je crois qu'il a été tout simplement dans la dynamique de ce que nous avons vu. Peut-être la façon de l'exprimer à son niveau ne correspondait pas vraiment avec ce que nous avons vu sur le terrain. Hier, on a vu quand même une équipe volontaire,
décidé à faire le match. Les joueurs n'ont pas paraissé sur le terrain. Simplement, comme Grégoire l'a dit tout à l'heure, il y avait ce manque donc de baraka, ce manque de cohésion également qui n'a pas permis vraiment de conjurer les dangers. C'est plutôt, nous étions, moi je dirais, l'équipe du Togo était dans l'action et non dans la réaction, parce que dès l'entrée dans le temps du jeu, on avait senti quand même beaucoup de volonté, puisque le premier but est arrivé dès la 20e minute, je crois. Oui, très tôt quand même, au moment où les Sud-Africains étaient un peu acculés dans leur camp. Donc, mais par naïveté vraiment, on a su voir une équipe qui, après avoir pris le but, croyait avoir gagné le match, où tous les joueurs étaient sortis du terrain pour aller célébrer le but dehors. Je crois que ça déconcentre un temps soit peu. Quelques temps après, les Sud-Africains, ils ont égalisé et ils ont marqué le deuxième but immédiatement. Ils ont repris le match, ce qui veut dire que le discours qui devrait encenser ces joueurs n'a pas été celui qu'il devait être. Mais sincèrement, sur le terrain, ils avaient de la volonté. Donc, Afissou, comme il a dit, n'a pas visualisé l'équipe adverse, ne connaissait pas l'équipe en tant que telle. Et on savait que c'est l'Afrique du Sud, mais n'avait pas la quintessence donc, du jeu sud-africain. Vraiment, ça, on l'a constaté sur le terrain. C'est au fil des matchs, ou plutôt du match, qu'on constatait vraiment les réaménagements qui se faisaient. Mais je crois, dans l'ensemble, on a vu quand même la volonté, constater qu'il y a du travail qui a été fait et que l'équipe, normalement, devrait gagner ce match. L'équipe, normalement, devrait gagner, mais n'a pas gagné. Mama Uyao, lorsqu'on fait un score de 2-2 à domicile, c'est bon, c'est dangereux. On peut espérer. On peut espérer si l'équipe se donne plus. Déjà 2-2, je pense que l'adversaire a marqué 2 buts à l'extérieur, c'est un peu compliqué. Et avoir le football pratiqué par les deux équipes, à comparer le football pratiqué par les deux équipes, c'est une raison de plus de dire aux autorités sportives et politiques togolaises d'aller vraiment sérieusement et de mettre les moyens pour aller vers le professionnalisme, où il y aura une catégorie au moins dans chaque club pour commencer. Parce que l'adversaire d'hier, le Togo jouait avec l'abnégation, le courage, la témérité. Mais football d'école, ce qu'on appelle football d'école, on l'a plus constaté de l'autre côté. Du côté sud-africain. Oui. Vous voyez les gens développer les actions et monter aisément avec la balle. Et chez nous, il n'y avait que 2. Il y a un qui est revenu de l'Europe. Il n'a pas de puissance. C'est ça. Tom Adjakli. Mais lui, il avait le football que l'adversaire avait. Parce qu'il jouait avec la tête. Lui, physiquement, tu le connais. Mais il était dans le match parce qu'il a appris à l'école. Deuxième personne chez nous qui manquait le football de l'école, c'est le joueur, l'ancien de Djito. Vous parlez de Denis. Abalo Denis. Ouais. Il jouait qu'avec ce qu'il a appris dans la rue. Il lui manquait un football d'école. Donc, c'est une raison de plus, je le dis encore, aux autorités sportives et politiques togolaises de mettre les moyens pour aller vers le football d'école. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons vraiment rivaliser avec les adversaires des autres pays. Vous l'avez constaté au niveau des clubs. Nos clubs, arrivés à un niveau, il y a quelque chose qui manque. Tu sens qu'ils sont égal à égal avec l'adversaire, mais il leur manque quelque chose. Un petit détail qui fait la différence. La différence, parce qu'on l'a appris dans la rue et on quitte d'un club où ce n'est pas trop organisé, on parachute en D1 ou en D2, on commence à jouer. Les gens ont commencé à 8 ans, à 10 ans. L'Afrique du Sud pratique le même système que l'Europe. On ne parachute pas. Voilà, ils ont plus d'expérience. Ils étaient déjà sur les dernières éditions des Cannes U23. Alors, Roméo Etor, dans une semaine en Afrique du Sud, précisément le 30 prochain, ça va être, je crois, dimanche prochain. Ce sera le match retour. 2-2, c'est le score à l'aller. Ça permet d'espérer, d'entrevoir une qualification. Là, il faudra marquer peut-être plus que l'adversaire, ou bien gagner 3 buts. Soit marquer 1-0. 1-0, gagner, ou bien faire 3-3 ou quelque chose comme ça pour passer.
Nous sommes en football. Heureusement qu'on ne peut pas dire tout de suite que ça ne peut pas passer pour les éperviers. Mais il faut se mettre justement dans les conditions pour pouvoir gagner. Le jeu développé par les U23 hier, surtout en début, en fin de rencontre, s'ils vont commencer le match avec ce même engouement, je pense qu'ils peuvent véritablement inquiéter les Sud-Africains maintenant. C'est l'inefficacité au niveau de l'attaque togolaise. Nous savons que les joueurs togolais ne sont pas grands de taille et la plupart des centres qui venaient hier sont des ballons qui sont trop hauts pour ces jeunes. Il va falloir intercepter par la défense de l'Afrique du Sud. Maintenant, il va falloir que le coach ou le sélectionneur maîtrise son effectif. J'ai l'impression qu'il ne possède pas en tant que tel son effectif parce qu'il y a certains positionnements qu'il a fait hier qui n'ont pas forcément marché. Quand vous prenez un ballon Denis, pour moi, c'est le joueur qui n'a pas été à la hauteur de mes ententes par rapport aux expériences emmagasinées sur le continent. Il devait planer sur ce match. Malheureusement, il était en dedans. C'est l'un des joueurs qui n'ont pas répondu hier. Je crois qu'il faut parler à ce joueur. Il commence par piquer la grosse tête. Dans le match de la SCK face à l'USMA ici à Lomé, c'était pareil. Et le coach expliquait que parce que c'était son jour anniversaire. Non, il faudrait qu'il se concentre, qu'il joue au foot, qu'il laisse les fans de côté. Parce qu'un joueur de première division ici au Togo qui a un fan club, ça sert à quoi? Je n'ai rien contre le joueur. Je l'aime beaucoup parce qu'il joue. Mais ces derniers moments... il est transparent, il va falloir qu'on parle à ces jeunes, leur dit que quand vous marquez, il ne faut pas célébrer, le match n'est pas encore terminé, c'est un aller-retour. Le temps de célébrer, l'adversaire a repris confiance. Au moment de digérer cette joie-là, ils ont été surpris. Donc il faut rester dans le match, rester concentré, c'est un match de haut niveau. Tous les détails comptent dans ces rencontres, et surtout lorsque vous avez beaucoup de corners. Au moins, il faut transformer un. Le Togo a eu plus de corners que les Sud-Africains, mais ils n'ont pas réussi à transformer ne serait-ce qu'un seul corner. Ce n'est pas bien pour une équipe qui espère passer l'étape des Sud-Africains. Tout cela reste à travailler. Vous l'avez dit, l'entraîneur ne maîtrise pas, ne possède pas son effectif. C'est une sélection qui est seulement à son 3e match, on va dire. Donc, c'est normal qu'il ne puisse pas avoir, on va dire, tous les contours de son effectif. Il ne connaît pas comme il le faut les joueurs. Quelle est la conduite à tenir pour passer non, mais je crois que Roméo l'a dit tout à l'heure. Maintenant, à Johannesburg, on va chercher un résultat que de gagner dans ce match-là, marquer beaucoup de buts. Hier, on s'est créé des occasions, mais Kevin Jonah, oui, c'est vrai, il a marqué ce but-là, mais l'autre, Bruno Avotor, était pratiquement transparent. Il n'était pas vu dans ce match. Celui qui s'est beaucoup plus bagarré dans ce match, c'est Tchakei Mouchéri, qui s'est donné. Il était pratiquement sur toutes les balles arrêtées et également. On n'a pas senti Agbemefa comme la dernière fois face à la Mauritanie, lui qui a été ovationné par le public la dernière fois. Hier, il n'était pas tellement dans ce match-là. C'est seulement Thomas Jackl qui s'est bagarré, comme l'a dit Mama Ouya tout à l'heure. On a vu la combativité du côté donc, de ce joueur qui arrivait quand même à gagner les duels, malgré sa morphologie. Il arrivait quand même à gagner ce match, à gagner le duel dans ce match. Il va falloir jouer beaucoup plus. C'est vrai que c'est des joueurs que le staff ne connaît pas en tant que tel. C'est des joueurs qui évoluaient donc dans le championnat de première ou deuxième division. On est en train de découvrir ces joueurs-là du côté du staff, mais je crois que ça fait pratiquement une semaine qu'on a travaillé avec ce groupe-là. On a encore quelques jours avant justement le match retour. Il va falloir essayer de corriger un tout petit peu les choses, que ce soit en milieu de terrain et en attaque, surtout en défense, parce que là hier c'est vrai que c'était la même le duo de la dernière fois, Idriss Ouadi ou Katawari Moubarak, mais maintenant sur les couloirs, Augustin Drakpe n'est pas là, c'est plutôt Ivy Bernardin ou c'est plutôt Wechire qu'on a envoyé sur le côté droit et plutôt Bernardin a occupé donc le couloir gauche. Il va falloir revoir un tout petit peu ces choses-là pour permettre quand même à cette équipe de marquer. On a eu des occasions, les centres sont arrivés, mais ces centres-là survolent toujours les attaquants, ça se retrouve au 3e poteau où finalement soit c'est le gardien ou encore la défense sud-africaine qui arrive à se dégager, à enrayer le danger. Il va falloir corriger un tout petit peu ces choses si véritablement on veut aller loin dans cette compétition. Moi je crois que le Togo a quand même de la place.
dans ce match-là. Hier, le Togo pouvait gagner. Si on hausse un tout petit peu le ton à Johannesburg, on peut gagner véritablement ce match. Prosper, ça peut se faire? On peut rester confiant? On peut espérer? Oui, on peut rester espérer. D'autant plus que les joueurs, hier, comme je l'avais dit précédemment, comme les collègues aussi l'ont constaté, avaient de la volonté. Ça manque vraiment du métier, mais je crois que parfois la détermination aussi peut aider à pouvoir franchir les montagnes. Quelles sont les corrections à apporter par rapport à ce qui s'est passé hier? D'abord, il faut revoir l'axe central qui doit être vraiment concentré. J'ai l'impression que hier, mon ami a dit et son compère de Ataoui ne se sont pas du tout, ne se parlaient pas du tout. Il faut un 5 et un 4, un libéraux et un stopper. Mais je crois que c'est Adi qui est le libéraux. Mais à un certain moment donné, sur le but, le penalty, les deux se sont mélangés les pinceaux. On ne savait pas qui devrait aller et finalement, les Sud-Africains ont compris qu'il y a de l'hésitation et ils ont décomposé. Le penalty est arrivé et j'ai été souvent dur avec les arbitres, mais l'arbitre nigérien hier, franchement, était dans le match. Il avait fait un match correct. Le penalty là, s'il ne le sifflait pas, moi-même je tirerais sur lui. Parce que, oui. Parce qu'il y avait un penalty. C'était clair. Parce que le gars partait vers le but. Il a pris. Et j'ai l'impression que les entraîneurs parfois ne donnent pas des consignes aux défenseurs. Vous savez, le gardien, il est là pour faire quoi? Pour empêcher le but. Dans des situations comme ça, vous allez voir, souvent avec les gens, c'est avec les Italiens que je le vois. Quand on arrive dans ces situations-là, on laisse le gardien face à ses responsabilités. Voilà, ses responsabilités. Il peut sortir le ballon, l'attaquant peut rater. Donc je crois quand même que ça aussi, c'est un cas d'école qu'il faut faire. Maintenant, le milieu de terrain, franchement, hier, effectivement, moi, Abalo Denis. Très rapidement. Oui, je n'ai rien contre lui, effectivement, mais je crois quand même que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup également, comme Roméo l'a dit, mais il va falloir qu'il se remette en cause. On l'a vu lors du match des éliminatoires du Chan. Ouais. Tout le monde a dit que c'est lui qui était venu la faute, mais moi, je ne voulais pas qu'on le couvre donc de malédiction. Il faut qu'on l'aide vraiment à se relever pour permettre à cette équipe-là, à Johannesburg, il y a de la place. À 1-0, 2-1, on passe. Très bien, il faut gagner là-bas. Il ne faut pas jouer sur un match nul parce que là, ça va faire trop de buts. Ça va peut-être 3-3 qui va qualifier le Togo. À 2-2, on est au tir au but. Voilà, donc 1-0 pour le Togo, pourquoi pas. Ça peut aller. Beaucoup de courage à Fizou Traoré et ses hommes. Ce n'est que le dimanche prochain. C'est arrivé d'ailleurs. Donc, beaucoup de concentration, de discipline. Qui sait? Ça peut passer. Et voilà, on va parler un peu championnat avec la dernière fois une réunion entre la Fédération togolaise de football et les clubs. Et tout de suite, on vous propose d'écouter le secrétaire général Hervé Tété Agboudan. Il s'agit d'une rencontre d'échange avec les présidents des clubs de D1, de D2 et des ligues pour discuter des modalités du démarrage du championnat. Donc globalement, on a échangé sur les règlements, sur le planning, sur les calendriers et sur d'autres dispositions pratiques concernant les mesures anti-Covid qu'il faut prendre pour que le championnat se déroule dans de très bonnes conditions. Le format, c'est un format classique qui fut de cela 2 années. On a pu jouer ce format classique à cause de la pandémie. Mais là, à cause de l'éclaircie, on retourne au championnat classique qui permet aux clubs de jouer 30 journées. Et ça permet au plus d'avoir beaucoup plus de matchs dans les jambes pour affronter les compétitions continentales. Mais il ne revient pas à la fédération de prendre des dispositions par rapport au transport des clubs. Ça fait partie de leur obligation. Quand vous voulez jouer un championnat, vous faites l'engagement et l'engagement emporte d'autres obligations. Dans le transport. Ce sur quoi nous insistons, c'est les terrains. Et c'est au club de notifier les terrains sur lesquels ils doivent jouer leur match à domicile. La fédération envoie une équipe d'inspection, vérifier si ces stades sont aux normes. Si c'est le cas, nous recevons à domicile ces stades-là. Mais si les terrains ne sont pas aux normes, il y a des recommandations pour que ces terrains soient mis aux normes pour pouvoir recevoir à domicile. En attendant de mettre en œuvre les recommandations, le club doit jouer sur un terrain ailleurs. Hervé Tété Agboudan, secrétaire général de la Fédération togolaise de football, interrogé par Grégoire Attignon. Et à côté, on va donner la parole à la présidente de Tambo Football Club, Efatoa Ametodi.
La réunion a porté surtout sur les informations entourant le championnat à venir, sur les responsabilités des clubs et les responsabilités de la FTF aussi envers le championnat. En général, c'est sûr qu'il y a place à l'amélioration aussi de la part de la fédération, mais en général, oui, pour le moment, nous sommes amplement satisfaits. Du côté du Tango, comment est-ce qu'on prépare ce championnat de première division? Ce sera votre première expérience effectivement. En première division. Comment est-ce que ça se prépare? Ça se prépare bien, on a une bonne ossature, on a de bons potentiels, on a de bons joueurs, tout est mis en place pour affronter le championnat en bonne et due forme. Vous avez une ambition pour la première division? Effectivement. Quel objectif vous avez? Votre ambition, c'est quoi? C'est de jouer pour tout, donner le meilleur. Vous voulez être champion? Ça se trouve dans le meilleur, si ça se trouve dans le meilleur, oui alors. Et Fatoua Méthodi, présidente de Tambo Football Club, Bamawi Yao, vous êtes secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Tout ce qui se fait autour de cette nouvelle saison, vous pensez que ce sont des paramètres qui permettent aux joueurs de bien évoluer, de jouer le championnat dans les meilleures conditions? Je pense que la fédération est en train de prendre des mesures pour que les choses s'améliorent un peu, puisque a observé la cagnotte et puis ça a été versé tout de suite avant le début du championnat, alors que par le passé, vous savez, on promet, mais les gens commencent 1, 2, 3 journées avant d'avoir quelque chose et le reste, on ne sait pas quand ça va venir. Aujourd'hui, je pense que c'est 8 millions et poussière on a donné au D1 pour débuter. Et au D2, 4 millions. 4 500 000. Ok, je pense que c'est déjà un pas pour commencer. On en demande plus. C'était la même enveloppe l'année dernière ou bien? Mais ceux-ci, ils disent qu'avec le temps, ils peuvent, si les finances sont reluisantes, ils peuvent encore ajouter quelque chose. C'est un encouragement quand même pour commencer un bon championnat. Donc, que les clubs se préparent et puis donner le meilleur d'eux-mêmes. Puisque c'est le championnat à avoir l'information qui a été donnée lors du congrès, c'est un championnat transitoire pour se verser vraiment dans la professionnalisation du football au Togo. Et j'invite tout le monde à être dans la même dynamique pour qu'on y aille. Puisque moi, c'est ma philosophie. Vous pensez qu'on peut déjà d'ici 9 mois rentrer dans ça? Parce que depuis, rien ne se dit, rien ne se fait. Qui se prépare? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas. Le moment viendra certainement qu'ils vont communiquer par rapport à ça, puisqu'il faudra quand même un collège ou bien une commission pour travailler tout cela, mettre en place la ligue professionnelle. Il y aura quand même peut-être la fumée blanche qui va sortir dans quelques mois, statuant sur la ligue professionnelle à mettre en place. J'ose croire et je leur donne le bénéfice du doute. Ceux qui ont piloté le projet là, je pense qu'ils ne dorment pas et ça peut évoluer normalement pour qu'on y aille. Encourageons la fédération, les clubs à pouvoir aller vers un football de haut niveau. C'est ce que je peux dire. Oui, Roméo Itor, on parle d'une nouvelle saison, mais la question fondamentale reste celle des infrastructures. Ouais. Vous prenez la ville de Kara, par exemple, il n'y a qu'un seul stade partagé par 5 clubs. Voilà, AS Bina, Kakadel, ASK, ASCO et puis Sarah Football Club. C'est difficile, compliqué à gérer. Oui, c'est l'une des difficultés de notre championnat. On n'a pas des infrastructures et les clubs en souffrent énormément. Même la sélection ou les sélections nationales, si c'est qu'on avait d'autres terrains à part le stade de Kéké, pourquoi ne pas délocaliser certains matchs sur ces terrains-là? Malheureusement, nous n'en avons pas. Je crois que cette année qui se veut être année transitoire avant de passer au football professionnel, ça va être une année décisive pour le football togolais. Est-ce que nous sommes prêts? C'est la question qu'on se pose. Si déjà le problème d'infrastructure se pose déjà à certains clubs. Combien de clubs ici au Togo ont leur propre stade aux normes internationales? Pratiquement, il n'y en a pas. Ouais. Il n'y en a pas. Donc, il faut construire des infrastructures. Parce que quand vous voulez faire du football professionnel, l'État aussi s'implique. Pourquoi ne pas doter chaque préfecture
des stades aux normes internationales. Ce n'est pas impossible, on peut le faire. Un peu comme ce qu'a fait le Bénin. Le Bénin, mettre à contribution les communes. Je crois que c'est l'un des rôles que les communes doivent jouer dans cette histoire. Parce que quand on parle du sport, on parle de la promotion des jeunes, on parle du développement des jeunes, on parle de l'épanouissement des jeunes. Donc, pour faire un football professionnel, il faut réaliser un préalable. Et je pense que pour l'instant, ce n'est pas encore acquis. Ce n'est pas encore acquis. Grégoire Attignon, la nouvelle saison 2022-2023, c'est dans moins de 2 semaines. Hein. Oui. Ça commence avec la D1. La D2 suivra une semaine plus tard ou bien quelques jours plus tard. Mais à vos yeux, est-ce que tout est fin prêt ? Non, mais c'est la question qui se pose. Quand vous allez du côté de la fédération, on est prêt quand même pour démarrer ce championnat-là, mais la question, est-ce qu'au niveau des clubs, on est véritablement prêt ? On va commencer ce championnat, vous allez poser des questions aux entraîneurs, ils vont te dire que non, qu'ils ne sont pas totalement prêts avant le démarrage de ce championnat, que c'est au fil des journées qu'on essaiera donc de mettre en place une équipe digne de ce nom qui doit véritablement jouer ce championnat. Mais moi, je me pose des questions. Ben voilà, les dates sont connues pour la première et la deuxième division. Quand on revient un peu sur l'enveloppe, je me dis que la fédération doit revoir tout ça là. Quand on prend la première division, le championnat, c'est classique. Et quand on prend la deuxième division, ce n'est plus un championnat par zone. Je ne sais pas pourquoi on donne 4,5 millions au club de deuxième division et 8,5 millions au club de première division. Il y a des clubs qui vont quitter. C'est insuffisant. Il y a des clubs qui vont quitter Lomé pour Dapaon, qui vont affronter Fouadan de Dapaon, qui vont jouer contre Doumbé de Mango. De même que Doumbé et Fouadan aussi viendront à Lomé. Mais quand on calcule tout ça, là, moi, je me dis que autant qu'on donne 8,5 millions au club de première division, qu'on donne également la même somme au club de deuxième division, puisque c'est un championnat classique qui va se jouer. Je crois que du côté de la fédération, on n'a pas vu les choses de cette manière avant donc de débloquer ces fonds-là à ces clubs. Je crois que c'est des choses qu'il faut... Peut-être qu'on va en donner encore. En principe, on doit en donner encore parce que là, les clubs de D2 vont... 1,5 million, beaucoup disent oui, peut-être 2, 3, 4 matchs, c'est fini. Et puis c'est fini. C'est vrai que la fédération dit que c'est une partie de subventions. On ne sait pas s'il y aura véritablement une deuxième partie pour quand même permettre à ces clubs-là de finir véritablement le championnat. C'est là également des questions. Maintenant, quand on revient un peu sur les clubs, oui, quand vous les écoutez, tous disent, on a écouté la présidente de Tambo dire que oui, que son équipe est prête et qu'ils vont jouer ce championnat-là. Mais c'est véritablement... On a parlé aussi d'amélioration. D'amélioration, oui. Mais c'est sur le terrain qu'on verra véritablement s'ils sont prêts et que s'ils sont véritablement prêts à disputer ce championnat-là, à jouer pour la première fois la première division. Et donc, c'est tout un tas de choses. Il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en jeu. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 2 semaines. On a formé les administrateurs des clubs. On a rencontré les responsables de clubs. Qu'en est-il des entraîneurs? Qu'en est-il des médecins des clubs? On a fait un truc avec les arbitres. Oui, pour les arbitres, il y a tout récemment, je crois la semaine dernière, il y a eu des tests physiques pour ces arbitres-là. Il reste encore des formations, mais est-ce qu'on va finir tout ça avant le démarrage de ce championnat? Quand on sait que la première division démarre le 6 novembre, voilà encore des interrogations, des questions qui restent là, qui n'ont pas de réponse. Et puis vous y étiez un premier faux pas, on peut le dire, c'est la Supercoupe qui, on ne sait, est-ce que c'est jeté à la poubelle? Est-ce que c'est reporté? Est-ce que c'est annulé? On ne sait pas trop. Le secrétaire général de la fédération essaie de répondre à cette question. Pour le moment, on ne dit pas que la Supercoupe est annulée, mais c'est reporté à une date ultérieure. Il a expliqué comme quoi c'est Asco de Kara qui doit jouer donc cette Supercoupe face à l'NCK. La fédération a fait une proposition au club de la COSA de jouer cette coupe de Supercoupe le 26, mais Asco a dit non, que compte tenu de l'état de santé de ces joueurs, on ne peut pas permettre encore aux joueurs de disputer cette Supercoupe là avant le match aller face donc au CS Sfaxien, et donc la fédération a jugé bon de reporter cette rencontre là à une date ultérieure. C'est une Supercoupe, ça peut se jouer au cours de la saison. Bon, on voit comment ça se fait également ailleurs. Peut-être que c'est pour cela que la fédération a décidé de repousser, bien de reporter. On n'a pas voulu l'annuler parce que, vous le savez très bien, il y a un partenaire derrière cette finale-là. Donc forcément, la fédération trouvera un créneau pour faire jouer donc cette Supercoupe. En France, ça se joue avant le début du championnat, mais ailleurs, on peut jouer... en Espagne, ça n'a pas encore démarré. Voilà, donc c'est difficile. Avant Mama Uyao, oui, vous pensez que ça va venir, ou on va fermer les yeux, voilà. Au-delà du fait qu'il y ait un partenaire là-dessus, oui, on peut trouver un accord, qui sait? Oui, moi je crois que... excusez-moi le terme, peut-être que ça peut ne pas plaire à certains. Il y a eu un peu de laxisme à ce niveau.
il y a eu un peu de laxisme. Il faut quand même. Que voulez-vous dire? Bon, une équipe comme celle-là d'Asco, une équipe ne peut pas imposer ses lois, sa volonté. Je n'ai rien contre. Est-ce qu'elle impose ses lois ou bien elle fait une demande de report? Si elle fait une demande de report et que la fédération accepte, ça veut dire qu'elle a imposé. Oui, pour moi, c'est ça. Parce que une grande équipe comme Asco, on n'a pas besoin de... Non, vous faites une demande, on vous accorde ça, vous n'avez rien imposé. Oui. La fédération peut dire non, je veux. Oui, je dis, si la fédération accepte, pour moi, c'est que Asco, les argumentaires d'Asco ont convaincu. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? On peut jouer cette finale, pas forcément avec l'équipe titulaire. On va vous dire qu'Asco n'a pas un effectif aussi pléthorique. Non, ce n'est pas la faute à l'organisateur. Parce que pour moi, il faut évoluer. Ça rentre dans le professionnalisme. Ouais. Ça rentre dans le professionnalisme. On ne peut pas, parce qu'on n'a pas assez d'effectifs, mais une équipe, ça tourne autour d'un effectif. Et cet effectif-là, on peut le mettre en jeu. La dernière fois, j'ai l'impression que, même si je ne regarde pas trop les matchs de Paris Saint-Germain, il avait composé une équipe, pas forcément avec les titulaires, pour jouer. On n'a pas besoin de mettre les titulaires toujours en exergue. Non, mais Asco a quand même l'ambition de gagner la Super Coupe. Ce n'est pas l'ambition de gagner du club qui compte. C'est-à-dire que la compétition, on l'a programmée à un timing. Le professionnalisme demande le timing. La fédération a été donc légère, c'est ça? Pour moi, la fédération a été légère. Qu'on me l'excuse. C'est une vérité. Je voudrais que cette franchise la passe. Il faut qu'on respecte les dates. Ça fait partie du professionnalisme. Voilà, le timing, ça compte. Donc c'est ça là, on devait le faire, obliger Asco à composer une autre équipe. Parce qu'on n'a pas que les 11 titulaires, on n'a pas que les 7 réservistes qui sont là. Il y a un nombre pléthorique auquel on paye. Donc ces joueurs-là, on les met sur le terrain. Ça va permettre même à l'encadrement technique de disposer donc d'une large... de ratisser large dans l'effectif. Donc bien. Pour la prochaine fois, excusez-moi, il faut que la fédération tienne ferme à cela pour que le timing soit respecté. Maintenant, je voudrais ajouter au niveau, très rapidement pour les infrastructures. Je crois quand même que là aussi, on doit se battre forcément. Qui doit se battre? L'État togolais, la fédération et les clubs, le ministère des Sports et autres là, doivent mettre à la disposition des clubs. On a 422 matchs à jouer. Quand nous prenons la D1 et la D2, on a tout simplement réquisitionné 12 stades pour les 422 matchs, dont 240 pour la première division, 182 pour la deuxième division. Et chaque match, chaque terrain, au lieu de supporter 15 matchs, parce que en première division, si on a 30 journées, 15 journées en allée, et lorsque vous avez un stade, vous recevez 15 fois. Ouais. Ça permet de bien garder le terrain. C'est-à-dire que l'état du terrain. De ne pas user les pelouses. Voilà, justement. Maintenant, ici, il y aura forcément pour le stade de Kara 75 matchs. Très sollicité. Ça va 75 matchs. Si les 5 équipes doivent jouer là-bas. Voilà. Vous voyez? Et sur les autres, il y a 31 matchs à faire. Peut-être qu'on va reverser certains clubs à Sokodé. Bon, peut-être si c'était le cas. Donc, je crois quand même que... Jouer 75 matchs c'est pas... Voilà, c'est pas donné. Et les autres stades également qui ne sont pas énormes. Certains sont en synthétique, d'autres sont en gazon vert naturel. On ne refuse pas. Mais je crois quand même que ça, si on veut rentrer dans le professionnalisme, le premier problème à résoudre, c'est les infrastructures. Voilà pourquoi d'autres disent qu'on n'est pas encore prêt. Mama Ouiao. Je voulais ajouter 2 mots. Je profite par rapport à la Super Coupe. Oui, à la Super Coupe, je profite en même temps pour dire que, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est un championnat professionnel, mais tout le pays n'a pas beaucoup de stades. C'est maintenant. On a retenu quelques 3 stades et on joue là-dessus. On joue là-dessus. C'est l'organisation, le chronogramme ou bien le calendrier bien fait qui dispatche les matchs par rapport au terrain, qui va faire de telle sorte que chacun sera au moins, je ne sais pas,
selon le calendrier programmé de façon échelonnée sur les stades à cheval. Il ne peut pas être sur un même stade à tous les coups, à moins que sa ville contienne un stade homologué. Deuxième chose, la difficulté pour la fédération, si je ne suis pas la fédération, la difficulté pour la fédération aujourd'hui doit être le calendrier non déclaré à l'avance de la CAF. La CAF a ce problème-là. La CAF ne fonctionne pas comme l'UEFA ou bien la FIFA. La FIFA, l'UEFA, pour les matchs de Champions League, tout ça, là, quand tu vas sur leur site, tu peux voir 2 saisons à venir. Ouais, tout est programmé. Des calendriers programmés. Et on laisse des espaces là-dedans. Les pays, par rapport à leur championnat, à leurs activités footballistiques, intègrent leur calendrier dedans. C'est la difficulté, je crois, je ne suis pas la fédération. Vous voyez que la CAF, elle aussi, elle programme comme, au fur et à mesure ses compétitions. On ne peut pas laisser je ne sais pas comment le dire, à un niveau donné, quand les clubs jouent, ils doivent rejouer un match ou des matchs de barrage. Oui. Vous devez donner la date. Et les clubs, quand ils se qualifient, ils savent que c'est cette date. Alors que les clubs se qualifient avant qu'eux, ils ne déclarent les dates. Vous allez voir que par rapport à ASCO, on avait programmé le match ici de la coupe, de la Supercoupe. De la Supercoupe, alors que la CAF n'avait pas encore sorti le calendrier des matchs de deuxième tour. La Supercoupe, c'était le 29. On a proposé à ASCO de jouer le 26. Ça pouvait se faire. Aujourd'hui, la difficulté est que les gens n'ont pas commencé le championnat pour avoir du jus dans les jambes, pour jouer 2 fois dans la semaine. Puisque vous le dites, comme ça se fait en Europe, on peut jouer 2-3 jours après un match, 2-3 jours après voyager, jouer un match. Alors que les gens sont à la maison. C'est les entraînements et les matchs amicaux seulement. Si on avait déjà joué ou bien on sortait d'une compétition qui nous donnait du jus dans les jambes, on pouvait enchaîner. C'est ça peut-être la difficulté d'ASCO qui ne voudrait pas user ses joueurs avant de rencontrer pour le match crucial les Tunisiens. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire avant d'aller surtout au niveau de la CAF. Au niveau de la CAF, voilà. On va tout simplement dire que la D2 va suivre quelques jours après seulement le coup d'envoi au niveau de la D1. Et là, les difficultés pour les stades sont encore plus prononcées. Parce que là, en D2, oui, les inspections de la dernière fois ont montré que oui, il y a du boulot à faire avant le 12. Hein. Est-ce que c'est les questions qui attendent les organisateurs? Comment peut-on faire face à ces difficultés? C'est toujours avoir les infrastructures ou bien un plan B? Comment ça va se faire? Maman Yao l'a dit, tout est question de programmation. Si nous prenons le stade municipal de Lomé, on peut programmer 2 ou 3 matchs. Jouer la nuit, c'est pas impossible, on peut le faire. On le faisait dans le temps. D'accord, donc on peut revenir à ça. Qui va payer l'électricité? Mais il va falloir que... Les organisateurs, ou bien la fédération, ou bien le club qui utilise le... Vous pensez combien on a donné au club? La subvention, c'est combien? Je crois que c'est à ce niveau que le gouvernement ou l'État aussi doit participer. Parce justement, que ça revient à l'État. L'infrastructure là revient à l'État. Donc l'État aussi doit participer. Mais quand on parle du football professionnel, je pense qu'on a tendance d'oublier les filles. Parce que ça fait partie également du football professionnel. Oui, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Où est-ce que nous laissons les filles? C'est en janvier que les filles vont jouer. La D3 aussi, l'année prochaine. Ça pose vraiment des questions. Oui, on va revenir sur le sujet mercredi, forcément, parce que le championnat est proche. Il faut toucher tous les détails, tous les contours. Grégoire Attignon, merci. Mama Yao, merci d'être venu. Prosper Agboklou, merci. Roméo Etor, merci. Eloma Dovon, merci. Anas PM, à bientôt.